Bueno, vamos a dar entonces inicio a esta presentación. Para esta presentación estaremos con Regis Cofas, jefe del sector Américas de la AF, María Concepción Gómez, inspectora de educación de la AF, y Medicina, docente y formador de formadores en el Liceo Francés de Bogotá, en el Pastel. Donc, bonjour à vous tous, comme on vous le disait, je vais faire la présentation en français, ça sera plus simple pour moi, et n'hésitez pas à poser des questions, même en espagnol si nécessaire. Peut-être avant de commencer, on a présenté donc Maria Gomez, qui est donc inspectrice de l'éducation nationale et référente de la zone, et on travaille à l'IRF. L'IRF, on est une équipe de 5 personnes. Donc je tenais quand même à présenter donc, le proviseur du lycée Pasteur, voilà, Maxime Prieto, qui est l'ordonnateur secondaire, et je préciserai un peu plus, et l'agent comptable secondaire, notre DAF, le DAF du lycée. Voilà. Donc, l'équipe IRF, Institut Régional de Formation, est composée de 5 personnes, mais il en manque une. C'est pas Mehdi Zenaf, c'est un enseignant formateur. C'est l'IEN qui est basé à Mexico, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui est avec nous, bien évidemment, et on a une petite attention pour elle. Alors, merci de cette invitation, d'accord, parce que c'est vrai que l'IRF est une instance qui est une entité qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc c'est nécessaire qu'on vous présente justement les missions, le fonctionnement de cet IRF pour voir quel lien après on peut avoir avec vous. Donc IRF, vous l'avez compris, Institut Régional de Formation. Alors peut-être un petit focus historique, puisqu'on parle de l'AEFE. L'AEFE, qu'est-ce que c'est? Hier, j'entendais des personnes qui disaient, mais qu'est-ce que ça, AEFE, ça représente quoi? C'est l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Cette agence est un opérateur du ministère des Affaires étrangères qui a été créé en 1990 par une loi. D'accord? Avant, bien sûr, il y avait des lycées français à l'étranger, mais ils dépendaient directement du ministère des Affaires étrangères. C'était un bureau, une direction au sein du ministère. Là, c'est un opérateur, donc on est indépendant, mais avec la tutelle qui est le ministère des Affaires étrangères. Donc il faut savoir qu'entre 1990 et 2020, l'AEFE, le réseau de l'AEFE, s'est développé, et le nombre d'élèves a doublé. Donc en 30 ans, on a eu un doublement des effectifs entre 90 et 2020. 2018, vous avez dû en entendre parler, le président de la République, lors d'un discours, a dit « CAP 2030 ». Qu'est-ce que c'est le CAP 2030? C'est le doublement des effectifs, pas des lycées, hein. Il y en a certains qui disent les lycées. C'est le doublement des effectifs à partir de 2018 et dans l'objectif d'avoir 700 000 élèves en 2030. Bon, c'était en 2018, 2019, la pandémie, 2020. Donc voilà, donc on est parti avec un handicap important. Donc on est le ministère est en train de revoir sa copie pour garder quand même ce cap 2030, et le ministère devrait communiquer ultérieurement par rapport à cet objectif. En 2023, c'est-à-dire hier, il y a eu une consultation sur l'EFE, pas l'AEFE, EFE, c'est l'enseignement français à l'étranger. Je ne sais pas si vous en avez participé, parce que c'était une consultation numérique et vraiment très large pour que les personnes à l'étranger puissent se prononcer sur ce qu'on attend de l'enseignement français à l'étranger. De cette consultation, il y a eu des pays prioritaires qui sont sortis de cette consultation. Donc le ministère fait un focus sur certains pays du monde pour mettre les moyens et pour arriver à ce développement, à augmenter donc les effectifs et pourquoi pas les établissements. Sur le continent américain, nous avons 3 pays, les États-Unis, d'accord, nous avons le Brésil et nous avons le Mexique. Lors d'un courrier, d'une lettre que le président Macron a
a envoyé toujours aux Français établis hors de France, il parlait déjà, le réseau d'enseignement français est un trésor national. Nous sommes le seul pays qui possédons un réseau aussi large, aussi grand et aussi important. Et ce réseau est financé en grande partie par l'État, par le ministère. On a, il y a des Espagnols, il y a des Anglais, des Américains qui ont des écoles, mais elles n'ont pas notre modèle de fonctionnement. Et lors d'un discours au sein du ministère des Affaires étrangères, le même président disait que l'AEFE était la colonne vertébrale de l'enseignement français à l'étranger. Pourquoi la colonne vertébrale? Parce que vous le savez aussi, il y a d'autres entités qui proposent des lycées, qui ouvrent des lycées français à l'étranger. Il y a la mission laïque, il y a comment il s'appelle au Liban, Odyssée, etc. D'accord? On voit développer des opérateurs qui proposent des ouvertures des lycées français à l'étranger. Donc, on fait quand même un focus, il faut quand même revenir sur la colonne vertébrale qui est l'AEFE, puisqu'on dépend directement du ministère des Affaires étrangères. La conséquence de tout ça, à l'AEFE, il a fallu qu'on se pose des questions. Comment arriver à développer ce réseau? Donc pour cela, la direction de l'agence a créé un service d'accompagnement au développement du réseau, le SABRE, qui a compétence justement pour aller dans les pays, pour soutenir des opportunités, des volontés de créer ou accompagner des établissements qui existent déjà pour se développer, pour grandir. Donc, de par ces discours-là et de par ce cap 2030, nous avons eu aussi la création des IRF. L'IRF est tout nouveau. Avant, on parlait de mutualisation. Hier, on a parlé avec les attachés culturels. La loi donc, du 28 février 2022 a créé les IRF. L'AEFE, dans la continuité, en décembre 2022, a publié une note sur les missions et les attributions de l'IRF. Et à partir du 1er janvier 2023, tous les IRF ont été créés. Donc l'IRF dont on parle est tout nouveau, il a été créé il y a 1 an et demi. Au niveau de l'Amérique latine, j'y reviendrai à la fin, nous avons des Amériques, on a 3 IRF. Amérique du Nord, Amérique latine, rythme nord, et Amérique latine, rythme sud. Mais je préciserai un peu plus rapidement à la fin. Donc qu'est-ce que c'est qu'un IRF? Donc avec la loi de 2022, 16 IRF ont été créés. Pourquoi 16? Parce que le monde entier est réparti en 16 zones. Et chaque zone a son centre de formation, son institut régional de formation. Pourquoi on a créé ces IRF? Donc c'est toujours, comme je le disais, en lien avec le plan de développement, CAP 2030. Donc avec ce CAP 2030, normalement, on devrait avoir plus d'établissements, plus d'élèves, plus d'établissements, donc il nous faut des enseignants. Et des enseignants compétents. Donc pour cela, un des objectifs importants de l'IRF, c'est de former ces nouveaux personnels qui arrivent, soit de France, soit d'ailleurs, et on doit les acculturer, les formater, entre guillemets, à nos attendus, à notre programme français. On continue bien sûr avec notre plan de formation, donc pour tous les personnels qui travaillent dans les lycées français à l'étranger, peuvent bénéficier donc de ce plan de formation. Et une des particularités aussi avec la création de l'IRF, c'est la possibilité de mettre en place des partenariats que nous avons évoqués hier. Donc on se pose des questions puisque c'est nouveau et on est en train de voir comment on peut monter des partenariats avec d'autres entités au pluriel. Pourquoi pas des alliances françaises, pourquoi pas des SCAC, pourquoi pas des entreprises, des sociétés de formation, d'autres opérateurs, etc. D'accord? Tout est ouvert, donc c'est pour ça qu'avec cette loi, on a cette possibilité. Comment fonctionne l'IRF? Ce sont des moyens qui sont déconcentrés. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça c'est nos modèles d'établissement, mais l'IRF, il faut voir les instituts régionaux de formation comme étant des annexes de l'AEFE. C'est-à-dire que chaque institut régional de formation a un budget. Mais ce n'est pas le budget
final. Le budget final, c'est le budget de l'agence, de l'AEFE. Donc on a des budgets satellites dans chaque IRF, et ensuite on additionne tous ces budgets et on arrive donc à rassembler donc tous ces budgets autour du budget de l'agence. Et ensuite on mutualise quand même, on garde le mot mutualisation, car chaque établissement qui sont dans le réseau paye une quote-part, d'accord, d'adhésion à l'Institut régional de formation, et cette quote-part permet de mettre en place les formations. Je vous rassure, les quote-parts que nous récupérons des établissements ne permettent pas de mettre en place le plan de formation qu'on propose. Donc, heureusement que l'agence est là, heureusement que l'État français est là pour financer, pour nous octroyer des subventions d'équilibre pour pouvoir fonctionner, car la formation à l'agence est une des priorités. Alors, dans la structure et que fait l'IRF, donc il y a un projet de zone. En fait, comme c'est un établissement public, c'est considéré comme un établissement public, on doit avoir un projet. Projet d'établissement, d'accord, que vous connaissez dans vos établissements. Nous, on a un projet de zone qui est triennal, avec donc les buts qui sont marqués en dessous. Donc l'IRF, j'en parlais tout à l'heure, met en avant, propose et exécute le plan de formation qui est proposé, gère les missions, puisque nous avons au sein de l'IRF des formateurs qui sont sur la zone. Des formateurs du second degré et des formateurs du premier degré. Donc ces formateurs sont répartis sur la zone et ils animent soit des stages, des regroupements, soit ils vont dans les établissements pour former les équipes des établissements. Donc on appelle ça des missions. Donc on gère les accords de partenariat, donc les moyens, j'en ai parlé, et les actions mutualisées. Donc voilà, ils recouvrent les paiements, les recettes, donc voilà, il y a un droit d'accès ou d'entrée dans l'IRF. Et ensuite, ils gèrent des activités annexes, on ne va pas en parler puisque ça ne vous concerne pas, c'est le service des examens qui ne dépend pas de l'IRF, mais dont le budget est géré par l'IRF. Alors, l'IRF, c'est le lycée, quoi, c'est une entité, mais il faut pouvoir gérer, coordonner cet IRF. Donc nous avons au sein de l'IRF deux instances, une instance pédagogique et une instance administrative. Vous avez donc à l'écran l'instance pédagogique, c'est le CPS, le Conseil pédagogique et scientifique, qui a pour mission de réfléchir sur toutes les questions pédagogiques. D'accord, pour mettre en place et proposer un plan de formation, des formations aux établissements par rapport aux besoins. Et bien sûr, après avoir proposé et effectué ce plan de formation, un bilan est fait. Le CPS ne prend pas de décision. Il propose à l'instance administrative, qui est le Conseil des affaires administratives et financières. Cette instance administrative donc, valide le projet de zone qui a été travaillé en CPS. Alors le valide parce que c'est administratif, mais aussi pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences aussi financières. Peut-être que pour mettre en place un projet de zone, on a besoin de subventions. Donc le CAP doit le valider. Donc comme je le disais, sur proposition du CPS, de l'entité pédagogique, voilà, on détermine les orientations, on valide les demandes de subventions, etc. Le CAF prend des décisions et émet des avis. Comme je le disais précédemment, toutes les décisions financières, on émet des avis, parce que ce n'est pas nous, au niveau du CAF, de l'IRF, qui prenons des décisions, c'est l'agence. Pourquoi? Parce que c'est un budget qui est agrégé au budget de l'agence. Donc c'est la directrice générale, au final, qui prend ces décisions, après avoir consulté les instances. Si on revient sur le CPS, comment il fonctionne? Donc nous avons deux grands groupes. Donc
le CPS est sous la responsabilité de l'IPR référente. Donc pour Amla Nord et Amla Sud, c'est la même IPR référente, donc c'est Maria Gomez qui est ici. L'équipe du CPS, donc sous la direction de l'IPR, de l'IA-IPR, nous avons un formateur du premier degré, le CPAUN, un formateur du second degré, un personnel et deux personnels de direction. Un qui représente les établissements conventionnés et l'autre qui représente les établissements partenaires. Et après, nous avons l'équipe politique de l'IRF, on en a parlé hier. Donc, le président du CAF, je vous dirai qui c'est tout à l'heure. Le COCAC adjoint du lieu de résidence de l'IRF. Donc ici, c'est Bogota, donc c'est le COCAC de Bogota. L'IUN de zone qui n'est pas là, qui est à Mexico. Le chef d'établissement, donc le proviseur du lycée, et le DAF du lycée. Voilà, donc le président du CAF, c'est le chef de secteur, donc c'est moi. Donc là, tous les 5, on est des membres de droit. Concernant la constitution du CAF, au niveau de sa gouvernance, nous avons 3 types de membres. On a les membres de droit, et ce sont toujours les mêmes. C'est l'équipe politique de l'IRF, et nous avons des membres élus. La direction générale de l'agence a voulu que rentrent dans les décisions et dans les validations, les avis, les utilisateurs. Donc on a calé la composition de cette instance comme si c'était un établissement, un conseil d'établissement ou un conseil d'administration. Donc il y a les membres de droit, c'est l'équipe politique, il y a les membres élus. Donc vous voyez, hein, il y a des membres représentants des parents d'élèves, des membres représentants des associations, des comités de gestion, des représentants des personnels, des représentants des chefs d'établissement. À cela se rajoutent 3 membres qui sont désignés. Donc, dernière colonne, lorsqu'il y a la MLF, donc il y a un représentant de MLF, en Amérique latine on n'a pas de MLF, donc on n'en parle pas. Et ensuite, donc, on a un proviseur adjoint et un directeur d'école qui sont désignés, qui sont proposés par l'IPR et par l'IUN, et ils sont désignés par le CAF pour constituer cette instance de gouvernance. Je parlais tout à l'heure de zones. Alors, juste pour vous présenter les Amériques. Au niveau des Amériques, nous avons donc 102 lycées sur tout le continent américain. C'est ma zone de compétence, ça va du Canada jusqu'au Chili et l'Argentine. Ça représente 58 000 élèves. Donc c'est énorme. Lorsqu'on fait un focus sur l'Amérique du Nord, sur Amla Nord et Amla Sud, notre vocable c'est Amérique latine, rythme nord, et Amérique latine, rythme sud. Ici, Bogota, on dépend de Amla Nord, Amérique latine, rythme nord. Nous avons 24 lycées, 17 000, un peu moins de 18 000 élèves, 14 pays sont présents. On dépend du rythme nord. Donc les examens et les rentrées scolaires se passent comme en France. Donc de septembre jusqu'au mois d'août. Et l'IRF est basé, j'en parlais, à Bogota. Dans les 14 pays, ce qui est intéressant de savoir, suivant le pays dans lequel vous venez, pour le rythme nord, Amérique latine, rythme nord, c'est du Mexique jusqu'à la ligne Équateur, Colombie, Venezuela. Donc vous voyez que c'est large, hein, c'est l'Amérique centrale, un peu avant et un peu après, avec quand même des exceptions, puisque le Costa Rica est au milieu, mais le Costa Rica ne dépend pas du rythme nord, c'est le rythme sud. Le rythme sud, c'est tout le reste. Donc eux, ils ont un calendrier scolaire à l'envers, c'est-à-dire quoi, à l'inverse du rythme nord. Ils commencent la rentrée scolaire en mars, février-mars, et ils la finissent en décembre. Ils passent les examens, le baccalauréat, au mois de novembre et décembre. Donc, l'Amérique latine, rythme sud, 16 établissements, un peu moins de 15 000 élèves, 7 pays. Donc là, du coup, c'est en dessous de la ligne que je viens de vous citer. Donc on part du Pérou et du Brésil, et on va jusqu'à l'Argentine et le Chili.
avec une exception, parce que comment faire simple quand, quand il faut faire compliqué, puisqu'il y a le Paraguay qui est au fond de l'Amérique latine, mais le Paraguay, qui devrait être de la rythme sud, dépend du rythme nord. Voilà, donc ça c'est les deux exceptions. Et pour vous faire rire, il y a une troisième exception, parce qu'on parlait du Brésil, qui est dans le rythme sud. Au Brésil, on a 3 lycées, trois grandes villes représentant des lycées Sao Paulo, Brasilia et Rio de Janeiro. Donc en principe, c'est le rythme sud, oui, sauf Brasilia qui dépend du rythme nord. Donc dans le même pays, on a encore cette exception. Donc c'est compliqué à gérer pour les IRF, pour organiser les stages et les déplacements, et pour les examens aussi. Mais on y arrive sans aucun problème. Donc l'IRF sur Amla Sud, pour les personnes qui sont dans les pays en dessous, donc du Pérou jusqu'au Chili, c'est l'IRF est à Buenos Aires. J'ai essayé de présenter rapidement l'IRF, donc désolé si je suis allé un peu vite parce qu'il y a mes collègues qui attendent. Si vous avez des questions maintenant ou à la fin, n'hésitez pas. Après, donc là je vais laisser la parole à Maria Gomez et à Mehdi Zenaf, qui est IPR d'espagnol et référente. Elle est là en tant que référente de la zone. Et Mehdi Zenaf, qui est un formateur, second degré, en lettres et en résidence à Bogota. Je leur laisse la parole. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Buenos días a todos y todas. Aujourd'hui, on va prendre la parole en français. Je vais parler doucement. Alors, d'accord, donc c'est pour tout bien. D'accord, très bien. Alors, pour faire suite à l'exposé de Régis Rofast, donc nous, on est aujourd'hui avec la casquette de formation. Hein. Donc sur la formation, lorsqu'on réfléchit à la formation dont a besoin la zone, eh bien, on le fait à partir de la connaissance que nous avons des établissements. Quand moi je vais visiter les établissements, quand les formateurs aussi vont faire des missions établissements, et puis il y a aussi des circonstances. Et Régis vous a dit tout à l'heure qu'il y a une année que nous avons tous traversée, une année, 2 années, parfois 3 années, qui était la pandémie. Et la pandémie a eu des répercussions extrêmement diverses dans les établissements français de l'étranger, hein, comme dans les autres. Et une des conséquences, ça a été que certains établissements ont perdu des élèves. Parce que des familles sont rentrées en France, parce que d'autres familles ont retiré les élèves pour des diverses raisons, financières ou autres, des élèves des établissements. Il a bien fallu, pour beaucoup d'établissements de la zone, de chercher un moyen pour faire revenir ces familles dans les établissements. Et on s'est aperçu que parce que nous avions assez bien réussi toute la période d'enseignement à distance pendant la pandémie et que nous avions garanti les enseignements pour les élèves qui étaient chez eux, et bien qu'il y a eu des familles, beaucoup de familles qu'on dit locales, hein, qui ont souhaité inscrire les enfants dans nos établissements. Sauf que ces familles n'inscrivaient pas forcément des enfants de 3 ans. Nous, on prend les enfants à 3 ans, parfois à 2 ans. Ce n'était pas forcément des enfants de 3 ans. Peut-être qu'il y avait un petit de 3 ans, mais après, il y avait les grands frères. Et on disait, qu'est-ce qu'on fait des grands frères? Et les établissements scolaires se sont dit, on va essayer de les accepter aussi. On va essayer de mettre en place des dispositifs qui vont permettre non seulement aux petits de venir dans l'établissement, mais aussi aux grands frères de 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et le grand défi, c'était comment travailler avec eux, comment les accompagner dans la maîtrise du français, puisque ce sont des élèves qui ne parlent pas français. Ça a été vraiment une réalité. Au début, les chefs d'établissement, les directeurs du premier degré, on parle aussi beaucoup du premier degré. Tout à l'heure, vous avez vu le sigle IEN, c'est ma collègue inspectrice qui est l'inspectrice pour le premier degré. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, les établissements se sont organisés, on a envoyé, nous, les formateurs, hein, et on leur a dit, il faut observer comment se fait cet accompagnement de ces élèves qui ne parlent pas français et qui pourtant ont besoin très rapidement de monter en compétence sur du français, parce qu'il faut qu'ils puissent intégrer le plus tôt possible les cours en français.
D'accord ? Alors, nous, on a choisi aussi, parce que c'était la commande, et il nous a semblé que les deux dispositifs qu'on va rapidement vous proposer, parce que celui-là fait l'objet d'un atelier cet après-midi, c'était les deux dispositifs qui nous semblaient pouvoir vous intéresser aussi peut-être dans la démarche que nous avons adoptée. Pour l'instant, dans cette zone Amla Nord, on avait donc Mehdi qui est là, était mandaté en fait avec un autre formateur pour le premier degré, donc mandaté pour réfléchir sur comment on organisait cet accompagnement des élèves dans l'apprentissage du français. Et là, en fait, c'est un petit peu le résultat final. Là, on est maintenant en mesure, il y a des formations qui sont dans notre plan de formation. On en parlait hier avec les collègues attachés. Ça pourrait être des formations qui pourraient vous intéresser, vous, dans vos établissements. Alors, ce dispositif, on l'appelait DIL. Alors, je ne sais pas si on l'a appelé ou il s'est appelé tout seul, mais en tout cas, dans les établissements, ça s'appelle dispositif d'intégration linguistique. Là, je vais très très rapidement vous présenter celui qui concerne le français, mais on a la même chose pour l'espagnol ou le portugais, puisque nous avons tous nos établissements en zone hispanophone ou en zone lusophone. Quand on se pose la question de savoir comment on met en place un dispositif d'intégration linguistique, vous vous rappelez, c'est des enfants de tous les âges. Des enfants de tous les âges qui ont déjà, donc, selon leur âge et la classe, un emploi du temps défini. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est regarder le contexte de l'établissement. Est-ce que l'établissement accueille 2, 3, 4 élèves, comme ça, à la marge, de temps en temps, ou est-ce que l'établissement a décidé d'accueillir un grand nombre d'élèves, parce que de la réception de ce grand nombre d'élèves dépend aussi un peu la survie de l'établissement. Et l'accompagnement qu'on va proposer aux élèves ne va pas être forcément le même. Ensuite, ce que font les enseignants, c'est analyser les besoins. Il peut y avoir des enfants qui parlent un petit peu français. Parfois, on a des enfants où on leur a dit, peut-être qu'ils se sont inscrits au mois de juin, et on leur a dit, vous allez profiter, et puis vous allez aller à l'Alliance française, et vous allez apprendre un petit peu de français. Vous allez inscrire vos enfants, si c'est possible, et vous allez leur faire un peu de français. Et puis, les entretiens sont extrêmement intéressants. Je crois qu'on en a aussi un peu parlé hier, parce que dans ce genre de projet, il y a l'élève, il y a évidemment les enseignants, l'équipe enseignante, mais il y a aussi los papás et las mamás. Il y a les parents. Et si les parents n'adhèrent pas au projet, si il n'y a pas cette communication avec les parents et que le plan de suivi n'est pas fait avec eux, eh bien, ça ne fonctionne pas. Ensuite, on va se fixer des objectifs. D'accord ? Sur ces objectifs, quel va être le rythme des heures d'apprentissage du français. D'accord ? Puisque l'enfant, quand il rentre dans un établissement, il est dans une classe, il est affecté dans une classe, dans n'importe quelle classe du premier degré, on va dire, et normalement, il a un emploi du temps. Le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Il a son emploi du temps, et là, il va falloir travailler sur quels sont les cours qu'on va pouvoir lui supprimer pour pouvoir le mettre en français, en études de français. D'accord ? Et cet après-midi, sur l'atelier, ou tout à l'heure même, on verra quels sont ce qu'on peut mettre en place. Sur les contenus pédagogiques, les élèves ont besoin de FLE. FLE, c'est du français langue étrangère. Ils ne savent rien, donc il faut les accompagner. Ils ont besoin aussi de ce que nous, on appelle le FLESCO, c'est le français langue de scolarisation. Ça veut dire, je suis capable de comprendre toutes les consignes du professeur de mathématiques. Je suis capable de comprendre les consignes du professeur de sciences naturelles. D'accord ? Voilà. Et puis, donc, avec l'équipe pédagogique. Le suivi, comme on l'a dit tout à l'heure, très important, l'équipe éducative, c'est le professeur de la classe, mais pas que, c'est aussi les parents, et ça, c'est souvent aussi, très souvent, le psychologue. Et puis, la structure.
sur un emploi du temps adapté. Est-ce que je sors la moitié du temps les élèves de classe pour faire du français? D'accord? Et donc ça, c'est des questions qu'on se pose. Tout ça, c'est la réflexion sur la mise en place de ce deal. Et après, la deuxième, on peut en fait, toutes les suggestions, on peut après les approfondir. Hein? Après, une question très importante, c'est qu'est-ce qu'on y fait? Et comment, quelles sont les ressources qui sont à la disposition des enseignants pour accompagner les élèves. Et là, nous aussi, on doit former nos enseignants en FLE ou en FLESCO. Donc, deuxième dispositif, je passe la parole donc à Mehdi. Merci beaucoup, Madame Gomes. Bonjour à tous. Un petit bonjour particulier à mes collègues profs de français. Voilà, dans vos pays respectifs, vos établissements respectifs. Et voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui, parce que moi j'ai découvert que vous existiez il n'y a pas très longtemps. Et oui, parce que j'étais en France, professeur de français en France. Alors c'est très particulier d'être professeur de français en France, parce qu'on fait beaucoup de littérature, on ne fait pas beaucoup de langue française. Et puis soudain, on est recruté par la VFE et on découvre la situation du français à l'étranger. Et on se rend compte qu'il y a plein d'établissements, beaucoup d'établissements, des collègues de partout, du français langue 2, du français langue 3. Et alors nous, on a un problème dans la zone Amérique. C'est un vrai problème, c'est que l'espagnol est une superbe langue. Ce qui fait que tout le monde adore parler espagnol, même les Français. Et nos élèves adorent parler espagnol. Et donc, forcément, ils ne progressent pas aussi vite qu'on le voudrait en français. Et même si on est dans des établissements français, où les élèves apprennent le français depuis l'âge de 2 ans, on a quand même besoin, nous, de renforcer la maîtrise de la langue française pour nos élèves. Alors, il s'est passé quelque chose aussi, il s'est passé une rencontre. J'ai eu la chance, moi, d'arriver dans une zone avec une spécialiste de langue étrangère, qui a tout de suite compris qu'il y avait des enjeux de français, langue étrangère, également dans nos établissements du système AEFE. Alors, on est arrivé avec un collègue, même année en 2020, plein Covid, et on s'est rendu compte qu'il y avait sûrement quelque chose à faire pour aider les établissements à améliorer le niveau de maîtrise du français. Et de là est né le dispositif qu'on a expérimenté grâce à M. Rofast, grâce à Mme Gomes, qu'on a expérimenté dans la zone, dans de nombreux établissements, dispositif qui est maintenant déployé dans 6 zones de la l'AEFE. Tout à l'heure, M. Rofast a dit qu'il y en avait 16 au niveau mondial, c'est-à-dire dans un tiers du monde. Dans le réseau français, ce dispositif, à présent, est expérimenté, va continuer à l'être. Alors, le principe, peut-être sur la diapositive suivante, j'ai essayé d'être visuel. Vous sentez le passé de professeur. Alors, l'appellation elle-même, elle va permettre de comprendre un peu comment fonctionne ce dispositif. Mon établissement parle français. Mon établissement. On s'est rendu compte que finalement l'échelle établissement était la plus intéressante, que c'était au niveau local que les choses se passaient et qu'il ne fallait pas chercher à trouver une solution qui allait marcher pour 14 pays, qui est notre zone, la Nord, 14 pays, 24 établissements. Difficile de trouver une solution unique, il fallait chercher des solutions à l'échelle de l'établissement. Parle, pourquoi? Parce que Mme Gomes le sait très bien en tant qu'experte de langue étrangère, il faut parler une langue. Il faut parler une langue pour pouvoir progresser. Donc il y a une dimension orale qui est première, qui est primordiale, qui vient se compléter avec les autres dimensions, décrites bien sûr, mais il faut commencer par faire parler les élèves. Et français, je me suis permis de mettre la tour Eiffel avec un petit cœur, parce que c'est notre point commun, c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça que ça me fait très plaisir d'être là, parce que si nous sommes là, c'est que nous aimons tous le français, et que nous avons envie de le parler, nous avons envie de l'enseigner, c'est vraiment notre lien à tous, et qui justifie toute cette rencontre, et le fait que nous ayons discuté déjà avec des collègues que j'ai rencontrés comme ça, que je n'avais jamais vu, mais on parle français, on parle du français, c'est vraiment cet amour de la langue qui nous lie. Alors, très sommairement, c'est un dispositif qui a été expérimenté pendant 3 ans. On va aller très très vite, comme Mme Gomes sur le deal. Simplement les grands principes. Le principe, c'est qu'on ne peut pas faire progresser le niveau d'un élève en français si ce n'est pas une dynamique collective. Il faut que l'élève soit au centre de l'attention de tous les adultes, voire de ses pairs. On parle tout à l'heure des papas, des parents, l'équipe éducative bien évidemment, l'équipe de direction,
tout le monde doit être là et concentré dans cette perspective. Ici, vous avez également toutes ces situations. Un des leviers le plus intéressant pour nous, c'est de multiplier les situations de production, c'est-à-dire faire en sorte que l'élève se retrouve le plus souvent à devoir produire en français. Et pour ça, il faut essayer de le faire parler dans toutes les situations. Lorsqu'il a besoin d'un document, lorsqu'il salue la personne à l'entrée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bien évidemment, toujours le petit cœur que vous avez vu tout à l'heure au-dessus de la tour Eiffel, et il faut développer l'amour du français. Tout est une question de rapport à la langue. Les élèves n'ont aucune difficulté à apprendre l'anglais, parce que dans leur tête, l'anglais est utile. C'est tellement ancré dans leur esprit que ça va extrêmement vite. Ils ne se posent pas de la question de la pertinence d'apprendre l'anglais, parce que dans leur tête, c'est une langue à apprendre. Il faut aussi que nous, on réfléchisse au rapport des élèves avec le français. Nous, on essaye d'y travailler vraiment, à développer l'amour de la langue, cette représentation de la langue. Et enfin, dernière diapositive, je vous ai dit, c'est une présentation très très sommaire. Le dispositif, les grands principes qui ont fait que ça fonctionne et que ça marche bien et que nos collègues directeurs, proviseurs sont très intéressés, c'est parce que il y a une phase diagnostique. Une phase diagnostique, on parlait tout à l'heure de l'idée de trouver des solutions locales. Pour pouvoir trouver des solutions locales, il faut qu'on puisse analyser le contexte local. Quels sont les professeurs qui peuvent enseigner, quels sont leurs capacités, combien d'élèves sont concernés, quels sont les moyens, est-ce qu'il y a un lieu dédié, est-ce que les parents sont investis, est-ce que les parents sont francophiles, francophones, et etc. Donc il y a toute une réflexion autour de quels sont les leviers locaux les plus propices sur lesquels nous allons pouvoir jouer pour pouvoir améliorer le niveau de français. Ensuite, le deuxième grand principe, c'est d'inscrire le dispositif dans le temps. L'inscrire dans le temps, parce que ça va permettre on sait très bien, apprendre une langue, ça met des années. On ne maîtrise pas une langue comme ça du jour au lendemain. On peut faire des progrès fulgurants au départ, mais ensuite, vraiment, pour la maîtriser, ça prend du temps. C'est pareil. Là, l'idée, c'est d'accompagner l'établissement dans le temps, au moins 2 années, et de voir qu'est-ce qui marche. Est-ce que le levier qu'on a proposé a fonctionné? Si oui, quels objectifs est-ce qu'on peut se fixer? Est-ce qu'il faut que les élèves parlent plus français en classe, par exemple, dans les travaux de groupe? Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de projets qui soient francophones ou multilingues? Et on peut se fixer des objectifs et voir comment, au fur et à mesure du temps, les choses progressent. Et bien évidemment, le troisième onglet, c'est l'onglet formation. Madame Gomez en a parlé tout à l'heure. On a aussi toute une équipe, en fait. Là, je représente les formateurs de l'IRF, d'Amlanor, mais en réalité, moi, je ne suis que le membre d'une équipe. J'ai une collègue à Mexico en lettres, on a une spécialiste de sciences physiques, une spécialiste de SVT, d'anglais, d'espagnol également, très compliqué ici, dans une zone hispanophone. On a des collègues qui sont spécialisés dans le premier degré. Donc on a vraiment toute une équipe de formateurs et on se déplace dans les établissements et on va aider les professeurs, on va aider les équipes de direction et on va justement les former. Et donc là, il y a des modules de formation, comment faire du fresco justement, comment promouvoir l'oral, comment faire en sorte que les autres personnels produisent en français ou poussent les élèves à produire en français, et ainsi de suite. Voilà, il y a des modules de formation et c'est en plein déploiement. Et c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, en espérant que ça va vous donner des idées également. Peut-être 2 petites minutes, parce qu'on parlait du projet de zone, et j'ai pas donné les axes, puisque là on parle de pédagogie. Un projet de zone, bien sûr, doit être mis en place dans la zone, mais il est déterminé, arrêté par rapport aux besoins qui sont remontés de la zone. Donc juste pour votre information, je vous donne les 3 axes, Amla Nord, Amla Sud, comme ça, ça vous montre quelles sont nos priorités dans chacune de ces zones. Donc en Amla Nord, 3 objectifs, c'est installer une culture professionnelle commune. Objectif numéro 2, c'est consolider une éducation plurilingue et pluriculturelle. On n'arrive pas avec nos gros cerveaux français et là, on s'adapte. Et on adapte justement nos objectifs à, bien sûr, l'enseignement français, mais aussi, et la culture française, mais aussi à la langue et à la culture des pays qui nous accueillent. Et le 3e objectif, c'est affirmer notre excellence éducative en accompagnant chaque élève. Ça entend les élèves à besoins éducatifs particuliers aussi.
On parlait d'excellence, hein, ce n'est pas un réseau qui exclut, c'est un réseau qui fait avec les élèves dont il a la responsabilité, et on fait tout pour les faire réussir. Ça, c'était AMLA Nord. Et AMLA Sud, 3 objectifs, c'est développer un parcours d'excellence pour chaque élève. Pareil, on retrouve des similitudes. Maîtriser le français et la langue pour s'ouvrir. Je n'arrive pas à me relire, pour s'ouvrir au monde, bien évidemment. Hein, puisqu'on parlait de l'anglais, il n'y a pas que l'anglais, il y a l'espagnol, il y a le français, il y a le brésilien, il y a d'autres langues pour être ouvert sur le monde. Et le 3e objectif, c'est de développer le bien-être dans l'établissement. On n'a pas précisé les élèves, car dans le bien-être, il y a les personnels aussi. Il faut que les personnes, adultes et élèves, se sentent bien dans nos établissements pour qu'ils puissent réussir. Voilà, donc là vous avez quand même des objectifs hein, de notre action, donc si vous avez des idées, si vous avez vraiment des besoins ou besoin d'échanger, on le disait hier, l'angle pour entrer en contact avec nous, c'est l'IRF, donc c'est le proviseur et le DAF de chaque IRF qui sont là et qui font un travail énorme puisque c'est eux qui mettent en œuvre le plan de formation en plus de tout le reste. Et je peux vous assurer, on a combien de formations? 52 formations, on est en train de finaliser. Donc on propose des formations en présentiel, en distanciel et en hybride. En hybride, c'est-à-dire que les formateurs qui font de l'ingénierie de formation proposent des regroupements en distanciel, soit avant, soit après, le regroupement en présentiel. D'accord ? Pour qu'il y ait plusieurs piqûres de rappel et pas que voilà, une piqûre de formation. Comme ça, il y a plusieurs étapes de retour ou de préparation par rapport à l'acte de formation. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit, mais je pourrais vous parler pendant toute une journée, parce que c'est vrai que ça nous anime, hein, c'est vraiment, voilà, on se régale, et c'est vraiment très important et très motivant pour nous. Merci à vous. Merci infiniment à vous trois. Non, restez là. Peut-être, parce qu'on a un peu de temps pour des questions, mais avant ça, vous avez remarqué que j'aime bien commenter un peu aussi, mettre ma petite touche personnelle, vous dire, parce que Régis, Monsieur Rofas, pardon, vient de mentionner le lien possible, enfin la porte d'entrée des IRF, en mentionnant, c'est le directeur de l'IRF. Alors, cette porte d'entrée-là, je pense qu'elle est valable pour pour nous, les attachés de coopération éducative pour le français de vos pays, qui pouvons servir d'interface avec le directeur de l'IRF, puisque, bien évidemment, tous les établissements que vous représentez ne pourront pas se mettre en contact direct avec l'IRF. Et j'ai pas de réponse toute faite à vous apporter aujourd'hui, mais sachez qu'hier, pendant que vous étiez en atelier, nous avons tenu une réunion avec les collègues de l'AEFE pour imaginer, pour poser les premiers jalons, les premières idées d'articulation entre le réseau des établissements Label France Éducation et l'IRF, pour voir dans quelle mesure, dans les mois, dans les années à venir, j'espère que ce sera plus des mois ou semaines, je ne sais pas, on pourra justement ouvrir certaines des formations d'une manière ou d'une autre à vous, les enseignants des établissements Label France Éducation, professeurs de FLE, professeurs de DNL. C'est un peu l'enjeu franco-français pour le moment. C'est de trouver ces articulations, sous quelle modalité, des formations spécifiques, l'intégration de certains d'entre vous dans des formations déjà proposées, existantes dans le plan de formation. Donc on réfléchit en ce moment. C'est assez nouveau, donc on espère, tous les collègues attachés d'ici quelques temps pouvoir vous faire bénéficier, vous, de ces moments de formation, en tout cas de certaines de ces formations. C'est tout ce que je voulais dire, et je crois qu'il y avait déjà une question de ma collègue Carole. Sébastien, merci aux collègues de l'AEFE. Une petite question très pratique qui concerne le dispositif qui vient d'être présenté. Quand on rentre dans les établissements français, on constate que les petits, dans la cour de récréation, et même les grands, parlent espagnol, ici en l'occurrence portugais au Brésil, etc. Donc on constate qu'il y a un pourcentage très faible de francophones, d'enfants francophones, qui fait que la mayonnaise francophone ne prend pas très bien. Donc ce qui m'intéresse beaucoup dans
ce dispositif, c'est de savoir comment vous avez réussi à faire adhérer les parents, parce qu'à mon sens, Maria l'a très bien dit, la maman c'est le papas, comment faire adhérer les parents au projet francophone et francophile, parce que moi je suis convaincue que s'il n'y a pas de projet familial qui justifie un apprentissage du français et qui, du coup, génère une véritable motivation, la mayonnaise va prendre mais très moyennement. Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place dans mon établissement Parle Français pour attirer les parents, pour les attirer dans le giron de la francophonie et de la francophilie? Voilà, ça m'intéresserait de le savoir. Merci beaucoup. Alors, deux parties, deux points de réponse dans votre question. Je vais en faire une première et ensuite je passerai rapidement la parole à Mehdi. C'est une question qu'on pose à toutes les familles qui rentrent dans un lycée français. Enfin, on a un chef d'établissement parmi nous. Cette famille sur le projet et pourquoi vous venez dans le lycée français, elle est posée à toutes les familles. Les réponses qu'on a le plus souvent, c'est alors il y a aussi un lien avec la langue française. Parfois il n'y a pas, parce que dans la famille il n'y a pas de lien avec la langue française. C'est une envie aussi d'adhérer au projet pédagogique des établissements français de l'étranger. Voilà. Donc je vais passer la parole à Mehdi. Après, sur le fait que l'espagnol n'est pas la langue de la cour de récréation, on n'en fait pas non plus un défi. La récréation, c'est un lieu où les élèves sont en détente. Hein, et que là, on ne va pas les obliger à parler français. C'est un constat, je pense que pour les formateurs, pour nous aussi, c'est un constat, mais il y a des moments où les enfants ont besoin on est dans le plurilinguisme, il l'a rappelé aussi Régis dans le projet de zone, et ce sont des moments où les enfants, c'est des moments de détente aussi. Donc quand ils sont en activité, oui, on les oblige à parler français, mais quand ils sont dans la récréation, c'est pas pour nous un combat. Tout à fait d'accord, je vais appuyer sur ce point, et quand on intervient en établissement, on est très très prudent avec cette relation entre le français et l'espagnol. L'espagnol, c'est la langue du cœur. Souvent on fait raisonner les autres personnels sur des situations en disant quand est-ce que vous pourriez faire produire par exemple du français, et on va avoir certains qui disent ben voilà, il y a un élève qui s'est fait mal, il vient me voir et je lui dis ah non, tu me dis où tu as mal en français. Là non. Bien sûr que non. Non, s'il a envie d'aller aux toilettes, non plus. On peut le laisser le dire en espagnol, il n'y a pas de souci, il y a urgence. Donc l'idée, c'est bien de savoir quand est-ce que c'est le plus propice, le plus intéressant de parler français. Donc ça, c'est vraiment, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est le nom, hein, mon établissement parle français, est à manier avec précaution. Il s'agit de savoir quand utiliser le français. Il faut vraiment utiliser l'espagnol de manière raisonnée. Il faut que les collègues n'hésitent pas à utiliser l'espagnol quand ça débloque une situation, quand il y a un parallèle qui est très riche, qui va permettre de comprendre le français en passant par l'espagnol. Pour ce qui est des parents, on se rend compte que changer le rapport à la langue, ça passe par les élèves d'abord. Et la solution qu'on a trouvée, nous, parce qu'on ne va pas s'adresser aux parents directement en tant que formateur AEFE, on arrive dans les établissements, on ne va pas rencontrer les parents des élèves. Par contre, on va rencontrer les professeurs et on va leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent changer le rapport des parents par rapport à la langue. Et notamment à travers toute la pédagogie de projet. En faisant des projets où les parents eux-mêmes vont être exposés à la langue française par le biais de leurs enfants. On a par exemple pas mal de web radio, nous, dans le réseau, et c'est très intéressant que les parents écoutent leurs enfants parler français, même un français qui est pas parfait. Et en fait, les parents, parce que c'est la voix de leur enfant, vont écouter le français, vont avoir également progressivement ce rapport à la langue qui va changer. Et ils vont avoir aussi un discours par rapport au français qui va permettre à l'enfant, lui aussi, bon, c'est une spirale vertueuse. Voilà, on aime de plus en plus le français, on le fait aimer. Voilà, pour répondre sommairement. Merci. Juste pour compléter en appui, et c'est vrai qu'on constate dans les établissements que les plus petits prennent plaisir à apprendre le français et font l'effort. Et plus ils grandissent, le français c'est la langue de l'école, la langue de l'évaluation, la langue de la note, la langue de la pression. Donc aux équipes de direction et aux équipes pédagogiques de réfléchir justement pour maintenir cette appétence par rapport à la langue tout au long du parcours des élèves. Et donc ce dispositif en fait partie. Il y a plusieurs dispositifs internes qui peuvent être proposés, toujours dans cet objectif-là. Merci infiniment. Vous savez que le temps, encore une fois, nous a un peu compté, mais on est bien ce matin.
Estamos. Blandine, ¿sigues traduciendo? Sí. Ok, gracias. Donc je continue en français. Du coup, vraiment, je pense qu'on peut applaudir nos collègues de l'AEFE, de l'ACAF, comme on dit. Ce sont les mêmes plaques de l'éducation. Je remercie vraiment, sincèrement, au nom de l'ambassade, de l'Institut français de Colombie, Maria notamment et Régis qui ont vraiment traversé, ils ont débarqué de France pour venir participer à cet événement. Et je pense qu'en écoutant Mehdi, on a bien compris pourquoi nous les attacher. On voulait ouvrir l'IRF à vos établissements parce que quand on a des formateurs comme ça qui portent des projets aussi beaux, on a envie, nous, de vous en faire profiter, bien évidemment. Et on pense que sur ces deux dispositifs plus spécifiquement, on voit là les articulations possibles avec vos besoins dans les établissements, puisque en parlant avec nos collègues de Colombie, bien évidemment, on sait que, je prends l'exemple de Cheryl, on en parlait récemment, au Femenino, maintenant, ils font du français d'après-scolaire hasta bachillerato, mais ils ont des entrées d'élèves, des fois, en cours de cursus. Donc le deal, c'est là peut-être une des clés aussi de voir comment on peut intégrer ces élèves dans nos dispositifs français, dans vos dispositifs français, dans les établissements locaux. Et sur mon établissement parle français, là c'est pareil. Vous vous rappelez qu'un des éléments du label France Éducation, c'est comment développer mon environnement francophone. Dans mon établissement, c'est un des enjeux de la labellisation même. On évalue vos dossiers sur cet item-là aussi. Donc avec mon établissement parle français, je pense que là aussi, c'est peut-être un moyen de trouver des clés pour développer la présence du français dans vos établissements. Et je pense que peut-être ce qui est intéressant pour vous aujourd'hui, peut-être que vous n'en aviez pas conscience, c'est que l'enjeu du FLE, c'est un enjeu dans nos lycées français. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément intuitif, on n'y pense pas forcément. Et ici, en Colombie, je crois que c'est 85% des élèves du réseau colombien sont des Colombiens. En Amérique latine, c'est ça. C'est ça, c'est énorme. On est entre 80 et plus de 90% de locaux. Et donc, c'est une vraie problématique. Et c'est pour ça qu'on en fait quoi. Dans nos projets de zone, c'est un axe. Et voilà, avec tous les dispositifs qui sont proposés par les formateurs, ils appuient justement cet axe-là. Mais c'est une vraie problématique qu'on ne retrouvait pas en Amérique du Nord, mais qui est en train de se développer. Oui. Parce que les Français en Amérique du Nord, avec la pandémie, sont partis, ne reviennent pas, et on parle beaucoup américain, quelquefois beaucoup trop américain dans nos lycées français. Donc on retrouve la problématique latine en Amérique du Nord. Bon, voilà. En tout cas, 30 d'entre vous vont avoir la chance de suivre un atelier en plus avec justement Maria et Mehdi qui développeront dans cet atelier le projet DIF, dispositif d'intégration linguistique, comme hier. ¿Me estoy haciendo tu trabajo, no? Sí. Bueno, muchas gracias.